l'acteur principal, Daniel Radcliffe. Hello, bonjour. Hello, everyone. Bonjour à tous, monsieur. Bonjour. Alors je vais vous parler tout d'abord d'Imperium, parce que c'est le film justement qu'on a découvert hier soir et que j'ai beaucoup apprécié. Alors j'ai une question pour le réalisateur et une question pour Daniel Radcliffe. Alors pour le réalisateur, ce film-là est un film dont vous parlez de la face cachée justement, parce que c'est vrai que les groupes que l'on voit, qui sont extrémistes et qui se montrent, sont des groupes qui sont visuels, mais c'est vrai que vous nous insistez sur le côté caché de ces choses-là qui existent. Donc je pense que vous avez voulu montrer cette face-là. Et comment vous vous êtes documenté pour pouvoir justement entrer dans ce système? Je suppose que vous avez lu bien sûr la lecture arienne aussi. Et donc voilà, je voudrais savoir un petit peu comment vous avez construit cela pour être plus près de la réalité. Et ensuite, Daniel Radcliffe, pour vous imprégner de ce personnage, est-ce que vous avez été obligé, justement pas obligé, mais est-ce que vous êtes, comme le personnage que vous interprétez, documenté, lu beaucoup de livres justement qui parlaient de la race aryenne? So for the two of you, Daniel as director and Daniel as an actor, how did you have to deal with the subject that in a way is quite sensitive? I mean, there's a whole hidden side of the activities of this group, so did you have to do a research work? Did you really have to, how did you base it on the true story? And then for you, Daniel, in what extent would you say that you were inspired by the reality of the character, and did you have to research about these aspects? Yeah, I mean, I think in terms of dealing with the subject matter, it was sort of exactly what you said in the sense of trying to present it as authentically and realistically as possible, and trying to really show the community and the people in it sort of as they truly are. I had two guideposts for that. Number one, I had Michael German, who was the FBI agent who had actually done undercover work in this community for several years. And then Mike also pointed me to the incredible amount of literature that's out there that you can read about. Everything from memoirs from people that were in the movement to books published by ideological leaders of the movement to resources on the internet to all sorts of other things. And we sort of worked with all of those sources and all of those materials to try to create as realistic and as truthful a portrayal of the environment as we could. En effet, ce dont il s'agissait pour nous, c'était de nous baser vraiment sur la réalité de l'existence de cette communauté et des activités de ces groupes-là. Et pour ça, il fallait que je me documente. Et donc mon premier guide et mon premier appui était Mike German lui-même, qui était une personne, un agent du FBI qui avait infiltré ces réseaux-là. Et c'est grâce à son expérience et puis grâce à l'aide qu'il m'a apportée en m'introduisant à la littérature d'anciens membres qui ont écrit leur mémoire, des membres de ces groupes extrémistes, ou alors d'anciens agents qui les avaient rencontrés, ou toutes sortes de littérature qui est fondée par les idéologues, écrite par les idéologues du mouvement, mais aussi toute la documentation qu'on peut trouver sur Internet. Il s'agissait vraiment pour moi de m'appuyer autant que possible, de m'inspirer autant que possible sur la réalité des faits. And for me, you know, Dan already mentioned about having Mike German, the real, the agent on which, you know, some of these the things we show in the film are based on his experiences, and really did work undercover for a long time. Being able to talk to him and use him as a resource was unbelievable. To get an insight into what that life is like, how hard the work is, how unexpectedly sort of the negative effect it can actually have on your career, which I was very surprised by, because to me, going undercover is one of the bravest things you can do, and you would think that bravery and courage would be rewarded, but actually it's sort of not. And so yeah, just being able to talk to Mike and then do sort of the lighter version of what Dan did in terms of reading a lot of the literature and the message boards on the internet, they give you a very, very good idea of how these people think and talk to each other.
Oui, effectivement, comme Dan le dit, moi aussi, je me suis beaucoup fondée sur la relation que j'ai pu avoir avec Mike German lui-même, avoir la possibilité de connaître la vision et l'expérience et le témoignage de cet homme qui a fait lui-même ce parcours-là, qui a mené cette activité clandestine au sein de ce groupe, a été quelque chose d'extrêmement précieux, et c'est très intéressant de voir le danger qu'il a vécu au jour le jour, et de façon très paradoxale, l'influence très négative que peut avoir sur la carrière d'un agent du FBI le fait d'avoir connu cette expérience. Moi, je m'attendais au contraire, parce que pour moi, cette mission est la mission la plus risquée, la plus courageuse qui soit, et je m'attendais à ce que dans ces carrières-là, le courage soit reconnu et que ça donne lieu à la promotion de ces hommes-là, mais bien au contraire, ça leur entache leur réputation et leur carrière, et ça, ce sont des aspects qui m'ont vraiment intéressé, qui ont nourri ma propre interprétation du rôle. Et bien sûr, j'ai fait une version plus légère de toutes ces lectures de la littérature et de tout ce qu'on peut trouver sur Internet pour m'absorber vraiment du sujet. Monsieur ? C'était une question pour Daniel Radcliffe. Je voulais savoir si, après la saga Harry Potter, il a eu peur d'être enfermé dans ce genre de rôle, il a eu peur pour la suite de sa carrière, et est-ce qu'il a craint que les réalisateurs ne lui confient pas d'autres rôles, et comment il a rebondi justement juste après. So about the evolution of careers and unexpected turns that careers can take, how was it for you as an actor, having been identified so much to Harry Potter and to this saga and series of film? Did you think at the time that maybe that would really put you in a certain role and that would be hard to find other interesting characters to? I suppose I worried about that because I didn't know what was going to happen. But what I found very quickly was that if half the people, and I don't think it was that much actually, but if half the people in the film industry always are going to see me as Harry Potter, or could only see me as Harry Potter then, the other half kind of has an instinct of going, wouldn't it be fun to see if he can do something else? Like there's a lot of directors who, you know, like the idea of, you know, being the director that like reinvented me for you know, Allen Ginsberg, or I know John Krakidis particularly likes that idea, you know, so I think some people get very excited by the opportunity to let you show something different, and so you just have to sort of grab onto as many of those opportunities as you can, and I really looked at it like, you know, Potter was this amazing thing which gave me an incredible start, and I sort of felt like after that I had to kind of start again in a way and just like find out what kind of career I want for myself and what I particularly like doing, and just sort of yeah, and I've been really lucky because I've got to work on lots of very diverse projects, so I'm very happy sort of 5-6 years on from Potter now that with how things have gone. Like if you told me, you know, if you'd offered this career to me when I was 19 or 20, I would have bitten your hand off. C'est une crainte que j'ai pu avoir, en effet, c'était une certaine inquiétude, mais j'ai toujours eu tendance à me dire que même si cette dimension très restrictive pouvait s'appliquer à 50% de la profession, et encore je ne pense pas que ce soit le cas, que eux me verraient comme un éternel Harry Potter, il y aurait toujours 50 autres pourcents qui auraient la curiosité de justement voir, de se lancer ce défi et de me lancer ce défi, de voir ce que je pourrais faire d'autre. Et je pense que c'est un côté très gratifiant et très stimulant aussi pour certains réalisateurs de se dire c'est moi qui l'ai transformé en autre chose et c'est moi qui lui ai donné sa chance pour proposer d'autres rôles, et finalement c'est ce qui est arrivé. Je préfère voir ça, me dire que Harry Potter a pour moi été une opportunité extraordinaire pour vraiment me lancer dans le métier, mais une fois que ça s'est terminé, une fois que j'ai acquis cette expérience-là, il s'agissait de repartir de zéro en quelque sorte, de remettre les choses à plat et de me demander qu'est-ce que j'ai envie de faire, quelle est la carrière que je veux embrasser. Et je peux vous dire que si à 19 ou 20 ans on m'avait proposé déjà la diversité de carrières et de films que j'ai pu assurer lors des 5 ou 6 dernières années, depuis que je n'ai plus tourné dans Harry Potter, j'aurais dit banco, donc je ne peux pas me plaindre. Madame.
Pour rebondir sur la question, justement, le festival rend hommage à travers le Nouvel Hollywood. Or, on connaît Daniel depuis sa tendre enfance, quelque part. Donc, est-ce qu'il y voit un hommage au virage de sa carrière? Et en même temps, je crois qu'on va lui donner un nom sur une cabine où il y a une liste énorme d'anciens acteurs. Qu'est-ce que ça représente pour lui, ce paradoxe entre la jeunesse et l'ancienneté? So about your career, it's quite interesting to see that here in Deauville, when they want to pay tribute to you, they give you the New Hollywood Award, which for us is a bit surprising because we seem like we feel like we've known you forever and we've been with you for a while now already. But at the same time, your name will be on one of the cabins here on Deauville Beach, beside many great American and historical actors. So do you feel that maybe here you pay tribute as someone who has a new turn in his career, or how do you see this paradox of where we can put you on the landscape of actors? Yeah, I think you're absolutely right. I mean, it was, you know, when I heard that was the sort of category I was being honoured under, I was really incredibly happy, but also very surprised, because I think I used to get kind of jealous of like friends of mine, like Dane DeHaan on Kill Your Darlings, or I remember watching actually James McAvoy way before I'd worked with him, watching him get his Best British Newcomer award, and I remember thinking like, oh man, I'll never get one of them because people are just used to me by now, and I've just always sort of been around. But when at the time that my sort of star was rising initially, I also I don't think I wasn't a great actor, so like it was, it's hard to give that award, I guess. So for me, what's what's genuinely incredibly special about this honour is that it does seem to be in some way, yes, it's for recognising Potter, but it's also recognising, I think, what I've done since, and it lets me know that I'm kind of on the right track and I should keep going. In terms of the great actors that I'm going to be beside on the beach, yeah, I mean, that will never be normal to me that I would be alongside a lot of those people. But just as it's not normal to me that I would get, be associated with something that, such amazing people have won in the past, it's always very, it's lovely and surprising. Oui, je dois vous dire en effet que moi aussi j'ai eu un peu cette réaction-là quand j'ai su qu'on voulait m'accorder ce privilège, ce prix-là. D'une part, j'ai été très heureux, très flatté, mais d'autre part, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, parce que toute ma vie, j'ai cru que j'étais passé à côté de cette possibilité-là, et j'étais assez jaloux de voir des confrères qui se voyaient remettre des prix de révélation en me disant, moi, c'est trop tard, je suis déjà là depuis longtemps, et on n'a jamais vu me révéler, et après tout, peut-être que ce n'était que justice, puisque je trouvais que j'étais pas si bon, moi, au moment où je commençais, donc il n'y avait pas grand-chose peut-être à reconnaître ou à récompenser, et peut-être que finalement ce prix-là, à ce moment-là, vient reprendre acte du travail que j'ai fait sur Potter, et aussi le travail que j'ai fait depuis. Peut-être qu'on est en train de me faire signe que je suis le bon chemin, et que l'évolution que j'ai pu donner à ma carrière après cette série-là est la bonne. Moi, en tout cas, je veux le percevoir tel quel, me dire que je suis sur la bonne route, qu'il faut que je continue de cette façon-là. Et pour ce qui est de me retrouver sur ces cabines avec ces grands acteurs, je ne m'y ferai pas. Moi, je ne me ferai jamais à l'idée de faire partie de ces personnes-là, de côtoyer ces grands noms-là. Je n'en suis pas encore revenue. Ici, au premier rang. Hello, Daniel Andal. I will try in English, so can you please? My French is terrible, so you're already doing it way better than Thank you. First of all, thank you very much, because I like Imperium and great performance. It was like DiCaprio on Departed, very great. I have two questions for both of you. First of all, did you have some nightmares during the set because of the subject? And do you want to dedicate this movie to Donald Trump? I don't think either of us want to dedicate anything to Donald Trump. Did I have nightmares? No, but we did have some very interesting things happen when we were filming. We were a relatively small
film crew, and there was one scene where we were doing a big sort of white supremacist rally marching scene, and from a distance, nobody sees the one camera we have running. They just see guys in hoods holding banners. So people thought we were a real thing, and we had to be cars full of African American families would drive by, and they were greeted by like the friendliest skinheads in the world. So we'd always turn around and be like, no, this isn't really, no, we don't really feel any of this. So it was that, and then just using some of the language. I know I'm an actor, and everyone knows it's acting, and we're making a film, but those words have power for a reason, and they are very unpleasant to say. And yes, no to the Donald Trump thing. Yeah, I mean, I think, for me, actually, one of the most difficult periods was probably at the very beginning, because there was a real immersive research period where I spent about 4 months probably reading this material just about 7 days a week, which is really, really very intense. Not only because the worldview itself is so dark, but also because the people that have these viewpoints are so committed to them and have such conviction about their beliefs, which is quite unfortunate. And so you start to begin to despair that these people can ever have their minds changed or be convinced that there's another way. That being said, it happens all the time that people change their mind and they come out of this movement and they change their views. So I think that was difficult because it was such an intense introduction to this whole world. But then after a while, you just sort of become used to it and you learn how to deal with it. And by the time we got to the set and we were shooting, certainly for me, it was already a world that I had lived in for a long time, for better or for worse, and then it was all about taking the various crew members and the actors and bringing them into that world so that they could deal with it and present it the right way. Donc la question de savoir si on a fait des cauchemars pendant le tournage en raison de la dimension assez sombre et terrifiante du sujet. Non, dit Daniel, moi je ne pense pas avoir eu des cauchemars, mais cela dit, on s'est retrouvés parfois dans des situations assez étranges et limites, puisque finalement on était une assez petite équipe, on n'était pas une équipe très visible, et quand on tournait des scènes comme par exemple celle de cette marche, de cette manifestation fasciste, ce qu'on voit maintenant, ils ne voyaient pas quand on a vu une seule équipe, les gens qui passaient par là ne voyaient pas qu'il y avait une caméra, ils voyaient juste des crânes rasés et des gars qui avaient l'air un peu effrayants, et donc les gens passaient et ils avaient peur de nous, et nous on était un peu embarrassés parce qu'en même temps il fallait qu'on se concentre sur notre jeu et sur le tournage et qu'on leur dise non, on n'est pas vraiment ce que vous croyez, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, et puis il y avait à la fois des scènes comme ça, et il y a la difficulté de dire ces choses-là, de proférer des paroles aussi haineuses et aussi violentes. Évidemment, je sais que je suis un acteur et je sais que tout ça c'est un film, mais en quelque sorte il y a le poids des mots, il y a la valeur de la parole qui ne peut que déteindre sur vous et vous impressionner au moment où vous jouez, donc ça peut être un peu gênant. Et pour ce qui est de savoir si je dédie ce film à Donald Trump, non, même pas ce film, c'est trop bien pour lui, je ne dédie rien du tout. Et donc Daniel me dit, pour moi la phase la plus difficile a été auparavant, dans la phase de préparation, puisque j'ai passé 4 mois de ma vie à lire ces textes-là, ces écrits fascistes sur la suprématie de la race blanche 7 jours sur 7, tous les jours, et donc ça m'a vraiment affectée, ça me perturbait, pas seulement en raison de cette vision extrêmement sombre et désespérante, mais aussi parce que je voyais la conviction de ces personnes-là, je voyais à quel point ils étaient complètement engagés et partie prenante, et je me disais qu'en fait il n'y a pas moyen de leur faire changer d'avis. C'est ça qui me désespérait le plus, c'est de voir à quel point ces personnes étaient convaincus par la cause qui était la leur. Mais heureusement ce n'est pas le cas de tout le monde, il y a aussi toujours des gens qui changent d'avis, qui reviennent à la raison et qui se sont exprimés aussi pour dire qu'ils étaient sortis de cette cause. Donc c'est comme ça que j'ai fini par me faire moi aussi une raison et par vraiment digérer cet univers qui a été extrêmement difficile d'abord pour moi. Et une fois qu'on en est venu sur le plateau, il s'agissait simplement de le transmettre aussi bien à l'équipe et aux acteurs pour pouvoir faire le film dans les meilleures conditions possibles. Monsieur derrière.
question pour Daniel Radcliffe, mais aussi pour Daniel Raguzis. Daniel Radcliffe vous avez eu la chance de faire à la fois des blockbusters, Harry Potter, mais aussi des films plus difficiles, plus complexes, moins accessibles. Comment est-ce que vous faites le choix dans votre carrière entre des films plus grand public et des films plus complexes, plus difficiles? Et en particulier, s'agissant de ce film Imperium, comment est-ce que Daniel Raguzis a réussi à trouver finalement dans la réalisation l'équilibre entre faire un film grand public, parce qu'il est quand même assez accessible, et en même temps sur un sujet complexe, lourd, difficile et d'une certaine manière assez violent. Voilà. Merci. So a question that's common for both of you on different aspects of it. You, Daniel, in your career, you've been in many blockbusters, not only Harry Potter, but you also really seem to care about films that are more specific or more difficult or maybe less aimed at a large audience. So how do you choose this aspect of the films on which you work? And you, Daniel, here you have a subject that is a very serious one, that is quite touchy, but at the same time the film is directed in a way that makes it quite easy as an access for the audiences. So how do you find this balance? Well, I mean, I think it's just about what I'm attracted to in terms of scripts. I'm in a very fortunate position that not many actors are in, where I can say no to things if I don't want to do them. And I can really, at this point, I have a lot of choice in my career, and I can choose the kind of career I want. I love doing big blockbuster movies, like that's great fun. And I think there's often and I don't mean to direct this specifically at you, there's often a thing a lot of people do where they say like, hey, do you want to make cool, like complex, interesting indie movies, or do you just want to do big blockbusters? Like big blockbusters are really super easy to make and everyone does them all the time, which I know is not true. But yeah, I think on the whole, the more interesting scripts, the place where people are willing to take bigger risks, is in the world of sort of independent filmmaking, and so that's where I find myself going a lot more now. Disons que moi, je lis le scénario et je vois quels sont les projets qui m'attirent, dans lesquels j'arrive à trouver mon compte, à trouver qu'il y a quelque chose d'intéressant. Je suis dans une position assez privilégiée, c'est peut-être pas le cas de beaucoup d'acteurs, où je peux me permettre de dire non, de refuser les films qui ne m'intéressent pas. J'ai encore le choix, on me propose des choses et je dis oui aux films qui me semblent intéressants. Ça peut être des blockbusters, je ne veux pas me montrer ingrat, c'est aussi, ça peut être très amusant et très intéressant de faire des blockbusters. J'aime pas les gens qui disent bon, maintenant est-ce que vous allez faire du bon cinéma ou est-ce que vous allez faire du blockbuster, comme si c'était très facile de les faire ou comme s'il y avait un côté honteux. Moi je trouve que ça peut aussi être très intéressant, mais évidemment ce qui m'intéresse c'est aussi des cinéastes et des projets qui prennent plus de risques sur le plan artistique, et ça se passe plutôt du côté du cinéma indépendant, et c'est en effet vers ce courant du cinéma que je me dirige davantage aujourd'hui. Yeah, and in my case, I think, not only for this film, but for any film that I would make, there's, at least in my opinion, there's always an obligation to entertain the audience. You always want people to be engaged. You want them to care about the story. You want them to be asking the basic questions about what happens next. If they're not doing those things, if they're not engaged with the movie in that way, then I think it's going to be hard to make them care about the other things, the more serious things, the thematic things. They have to care about the characters as people. They have to want to know how it's going to turn out for them. Again, this is just my perspective on it. But so I think in the case of something like this, even with this very serious and difficult subject matter, you're still trying to create a movie that is entertaining and engaging in that basic way. And in that way, it's not that different than a blockbuster. It still has those same objectives and you're trying to achieve them. Moi, mon approche, et pas seulement pour ce film-là, de façon générale, c'est comme ça que je vois le cinéma. Je pense que peu importe le sujet que vous voulez traiter, ce dont il s'agit, c'est de ne pas oublier le rôle de divertissement du cinéma. C'est-à-dire il faut qu'il y ait une histoire qui parle au spectateur. Il faut qu'un spectateur ait envie de suivre
suivre une histoire, il faut qu'elle ait la curiosité de savoir ce qui va arriver par la suite, il faut qu'il s'intéresse suffisamment aux personnages pour vraiment s'identifier avec eux et pour vouloir suivre leur parcours. Donc tout ça, ce sont les ressorts d'une bonne histoire, et d'autant plus si vous voulez les amener à des réflexions et à un intérêt pour des sujets un peu difficiles ou ardus. Ça demande encore plus que l'histoire soit une histoire prenante et une histoire intéressante pour le public, et cette règle finalement est valable que ce soit pour des films à gros budget, des blockbusters, ou des films plus délicats et plus difficiles comme celui-là. Toute dernière question, monsieur, là-bas, vous attendez. Enfin, c'est deux, mais elles sont assez courtes. La première, c'est sur ces groupuscules, les fraternités, etc., blanches. Est-ce que c'est pas le pire des dangers aux États-Unis, pire que les mouvements musulmans? Et la deuxième, ce que raconte un peu le film, c'est à la fois cette liberté de parole qu'ils ont aux États-Unis, ce qu'ils n'auraient pas chez nous, et en même temps tous les actes qu'ils peuvent commettre. Quel est leur avis là-dessus, sur le fait qu'on puisse un peu tout dire, et en même temps c'est à la fois dangereux? So maybe a more general question about these white supremacist groups that there are in the US. Do you feel that they are more of a concern or a threat for the US now that the Muslim group may be in the future of the US? And what's maybe quite striking for us here is to see the freedom of speech and of act that they have in the US that the same kinds of group wouldn't have here in France. How do you feel about that? Well, I think, to be clear, there's different kinds of dangers, right? So there's the dangers that are communicated by terrorist groups, right, by what's going on in the movie. And in that case, it is a fact, as Mike German has pointed out, that more people die from violence from these groups in the United States, far more people, actually, than from Islamic-based groups like the others. I think the other thing that's difficult is there's also a political danger in the sense of, another thing that Mike German would say is that the difference between groups like these and, for example, ISIS is that you don't have politicians in the United States running on ISIS-oriented platforms. You do have politicians running for elected office on strictly racist platforms. And so in that way, these ideologies have entered the mainstream discourse in a way that's complicated and troubling, and I think you're also seeing here in Europe, so this is not restricted to the United States, but I think those are some of the things that we have to be aware of and careful about. Oui, en effet, comme le dit d'ailleurs le personnage de Mike German, et comme on y fait allusion dans le film, il se trouve très statistiquement et concrètement qu'aujourd'hui aux États-Unis, il y a différentes sortes de dangers, mais en ce qui concerne le danger terroriste, il y a plus de personnes qui sont victimes des violences perpétrées par des groupes de ce type que par des groupes qui sont censés défendre l'islam. Aujourd'hui aux États-Unis, ça c'est un fait. Et pour ce qui est de leur exercice et de leur visibilité dans la société américaine, là aussi, Mike German y fait allusion. La comparaison qu'on peut établir entre des mouvements comme celui-là ou des mouvements qui défendent la cause de l'État islamique, c'est que ces mouvements-là sont représentés sur la scène politique américaine, et ils peuvent en effet se présenter, avoir des programmes et faire partie du paysage politique, ce qui n'est pas le cas des autres groupes dont on peut sentir la menace comme un facteur extérieur de politique internationale, et à ce titre-là, finalement, les États-Unis sont assez proches de l'Europe. Voilà, je vous prie d'applaudir.